Bonjour Romain, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par te laisser te présenter. Bonjour Timothée, donc moi je suis Romain Testu, je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Lacework pour la France. Et notre rôle dans l'équipe avant-vente chez Lacework, c'est d'accompagner les clients dans leur voyage autour du cloud pour les aider à sécuriser leurs environnements. Et moi, Timothée Verras, expert sur tout le secteur cybersécurité chez Marques by Exegis. Alors, on va commencer pour introduire cette partie par les attaques sur la supply chain. Il faut savoir qu'une attaque sur la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne logistique, elle vise à infecter un des éléments informatiques d'un fournisseur par logiciel, par le biais d'un malware, afin de pouvoir s'en prendre par rebond à ses clients utilisateurs. Alors, durant les dernières années, des attaques sur des fournisseurs de logiciels comme Orion de SolarWinds, on risque d'en parler plus longuement tout à l'heure, qui est un outil de surveillance réseau, ont été infectés par un malware avec des outils de développement comme Codecov également, et qui ont fait en fait des dégâts extrêmement importants. Dans le cas de SolarWinds, il faut quand même savoir que c'est 18 000 clients qui ont été infectés, dont parmi eux de grandes entreprises comme Microsoft ou Intel, et encore des milliers de données qui ont été volées, une image forcément extrêmement écornée. Avec la hausse des cyberattaques également, le niveau de protection et de réponse des éditeurs, voire des opérateurs de cloud, va davantage être pris en compte dans un écosystème riche en partenaires et en fournisseurs, et qui augmente de jour en jour. Selon le dernier rapport, State of the Software Supply Chain Report, The Sonar Type, qui est une société d'approvisionnement de logiciels, le nombre d'attaques d'approvisionnement a augmenté de plus de 300% en 2021 et de 600% durant l'année passée. De fait, chaque acteur, donc éditeur, opérateur cloud ou alors organisation utilisatrice, est exposé à une attaque de ce type et doit forcément s'en prémunir ou du moins faire en sorte d'être le mieux préparé en cas d'attaque. Alors plus de 90% des organisations ont déjà été impactées par une attaque visant leur chaîne d'approvisionnement. Peux-tu nous en dire plus concernant ces attaques, mais également comment expliquer une si forte augmentation et quelles sont les cibles privilégiées? Oui, très bonne question Timothée, on va parcourir un petit peu tout ça. Avant de parler des attaques, j'aimerais revenir un petit peu sur la chaîne d'approvisionnement en tant que telle, puis l'illustrer un petit peu. Donc la chaîne d'approvisionnement logiciel, tu l'as cité, ressemble en effet en tout point à la chaîne d'approvisionnement logistique traditionnelle qu'on connaît un petit peu tous. Ce sont des process, ce sont des personnes et puis finalement beaucoup d'outils qui, une fois réunis, vont vous permettre de produire vos applications logicielles. Je vais l'illustrer donc avec des choses plus concrètes. En termes de personnes, on va retrouver principalement les développeurs qui sont en bas de la chaîne et qui vont produire le code source, qu'ils déposeront ensuite sur des repositories qui ensuite donneront lieu à des tests, de la compilation, des déploiements, des contrôles, des audits tout au long du pipeline. L'objectif ici est de produire un artefact qui sera déposé sur un registre et puis ensuite, par la suite, déployé dans des environnements d'exécution, typiquement un cluster Kubernetes. Si on revient sur l'attaque en tant que telle, donc la compromission, l'attaque d'une chaîne d'approvisionnement correspond à une compromission de tout ou partie de cette chaîne d'approvisionnement dont on vient de parler. L'objectif dans ce type d'attaque est à la fin d'aller attaquer l'environnement d'exécution du ou des systèmes d'information vers lesquels on va déployer ces artefacts. C'est quelque chose qui est pas nouveau. On a vu apparaître ce type d'attaque, entre guillemets, dans les années 80. Je dis entre guillemets puisqu'en l'occurrence, dans les années 80, et l'exemple que je vais citer n'était pas réellement une attaque, c'était plutôt une blague. C'était Kenneth Thompson, qui est un illustre informaticien, qui a obtenu d'ailleurs le prix Turing, et qui a collaboré avec un certain nombre d'amis à lui autour de la construction et des prémices d'Unix. Et à l'époque, pour faire une blague à ses petits copains, il a introduit une backdoor dans un compilateur C qu'il a mis dans les mains de ses petits copains. Et l'idée de cette backdoor, finalement, c'était d'introduire un hack dans la fonction login de chacun des systèmes qui auraient été compilés par ce compilateur, permettant ainsi à Kenneth de pouvoir accéder à tous ces systèmes via un couple d'identifiants mot de passe fixé. Donc on est dans les années 2020 aujourd'hui, en l'occurrence en 2023, on en parle beaucoup. Tu citais quelques statistiques sur les augmentations assez impressionnantes sur les 2 dernières années notamment. Donc comment on explique tout ça? Pourquoi ça augmente tant ces dernières années? Je vois 2 explications. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est hyper connecté et il vous suffit, vous, en tant qu'entreprise, finalement, de publier une API pour prendre part à la chaîne d'approvisionnement logiciel d'une ou plusieurs autres entreprises. Les attaquants le voient évidemment et se disent que dans ce monde interconnecté, c'est beaucoup plus simple pour eux
finalement de se déplacer d'un système d'information à l'autre. Et donc, ils sont assez opportunistes. Ils sont d'autant plus opportunistes qu'ils voient aussi, d'autre part, les entreprises faire évoluer leur politique de sécurité, faire évoluer leur politique de gestion des identités en renforçant les mots de passe, en les faisant changer régulièrement, en investissant dans des solutions comme le MFA ou encore des outils de détection sur les endpoints. Et ça devient d'autant plus difficile pour eux d'accéder à ces surfaces d'attaque, et ils vont se déporter finalement vers des surfaces qui sont tout aussi intéressantes que le reste, mais un peu moins protégées, en l'occurrence ici la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc en conclusion, les KPI en témoignent, une augmentation importante sur ces dernières années, avec des raisons plutôt de l'ordre de l'opportunisme des attaquants, et puis des cibles qui vont principalement être des fournisseurs tiers, des fournisseurs de logiciels, dont la chaîne d'approvisionnement va être attaquée dans le but d'attaquer des cibles indirectes qui sont leurs propres clients. Dans l'exemple de SolarWinds, le serveur de build de Orion qui a été compromis, des attaquants qui introduisent une backdoor dans les artefacts SolarWinds qui sont ensuite poussés chez les clients finaux. Ces malwares se réveillent et puis commencent à exfiltrer de la donnée chez ces centaines de clients d'Orion. Merci Romain pour ta réponse, c'était très clair. On va aussi se poser la question et se demander pourquoi la chaîne d'approvisionnement elle est si difficile à sécuriser. C'est une bonne question également. Donc elle est difficile à sécuriser parce qu'elle est simplement complexe en fait. On l'a vu tout à l'heure, ce sont de multiples outils qui rentrent en considération, différentes catégories de personnes, beaucoup de personnes finalement qui interagissent avec la chaîne d'approvisionnement. Je vais en citer deux raisons. La première, c'est en termes d'outils, on va retrouver beaucoup d'open source. Si on prend une application en particulier, une application d'entreprise, en moyenne, va être composée de plus de 500 bibliothèques open source. C'est autant de vecteurs d'attaque, finalement, sur vos applications. La deuxième raison, elle est autour des identités. Donc, on l'a dit, la chaîne d'approvisionnement, ce sont des process, des outils, mais aussi des personnes. Et on va retrouver énormément de personnes qui vont accéder à cette chaîne d'approvisionnement, et en particulier les développeurs. Dans une entreprise de taille moyenne, on va retrouver des dizaines, voire des centaines de développeurs qui ont tous accès, et des accès particulièrement privilégiés à cette chaîne d'approvisionnement. Et il suffit que l'un d'entre eux soit compromis, qu'une des identités soit compromise pour que toute ou partie de la chaîne soit compromise. Prenons l'exemple d'un développeur qui se fait voler son identité ou éventuellement son poste de travail dans un café. L'attaquant peut réutiliser ensuite cette identité pour uploader du code source malveillant ou pire encore, un package compromis qui derrière pourrait être téléchargé par l'ensemble des développeurs, réveiller un malware sur chacun des postes des devs pour exfiltrer des mots de passe, des identifiants qui permettraient à l'attaquant de se déplacer dans le système d'information. Un dernier exemple peut-être pour conclure sur cette question, il suffit de remonter un petit peu dans le temps et pas plus tard que le mois dernier pour voir dans la presse Dropbox apparaître ce sont plus de 130 repositories GitHub qui ont été compromis avec une compromission d'identité. Un seul développeur qui a cliqué sur un lien dans un email de phishing et qui s'est fait voler son identité, et ça a donné lieu à cette compromission des différents repos GitHub. Merci, c'est très parlant pour le coup. J'aimerais aussi savoir quels sont les vecteurs les plus répandus sur la chaîne d'approvisionnement. On a parlé des identités à l'instant comme risque, c'est évidemment un vecteur de compromission, mais il y en a évidemment d'autres liés à la complexité de la chaîne. On parle beaucoup des vulnérabilités, c'est un vecteur important. Typiquement, un conteneur qui serait vulnérable, un attaquant qui fait la reconnaissance et identifie ce conteneur vulnérable, en prend le contrôle. Bien souvent, on va retrouver sur les systèmes de fichiers des containers des identifiants, des secrets qui auraient été oubliés par les développeurs. L'attaquant s'en rend compte, le subtilise, l'utilise pour se déplacer, notamment sur le registre où il peut faire de la reconnaissance, identifier les images qui y sont présentes, les bibliothèques qui sont utilisées par l'entreprise pour faire des attaques un peu plus ciblées. Pire encore, le token est un peu plus permissif que ça et donne des droits en écriture. L'attaquant peut alors écrire de nouvelles images, modifier des images existantes pour introduire des malwares qui seront par la suite déployés dans vos environnements d'exécution. La notion de secret, de token oublié dans les environnements cloud est un vrai problème. Chez Lacework, on va scanner en permanence les instances de vos environnements cloud à la recherche de ce type de secret ou de token qui seraient oubliés par les développeurs dans les instances. Et évidemment, remonter une alerte pour vous le signifier.
et puis aussi augmenter le score de risque associé à une instance pour mettre le doigt sur ces assets que vous devez regarder en priorité. On va retrouver aussi d'autres types d'attaques que les attaquants vont exploiter, typiquement des choses un peu plus connues comme tout ce qui est typo-squatting. Ici, il s'agit pour un attaquant d'aller identifier un package qui serait largement utilisé par la communauté de développeurs, et puis le répliquer, et puis évidemment le compromettre, introduire un malware, et puis le nommer d'une façon extrêmement proche du package légitime, pour inciter les développeurs à aller le télécharger. Et puis les attaquants souvent sont un peu insidieux et vont faire un peu de social engineering, vont aller sur Stack Overflow, poster des questions qui vont inciter les développeurs à aller cliquer sur celui-là plutôt qu'un autre. Et puis enfin, je dirais comme vecteur d'attaque, ça peut être vous, entreprise, dans la mesure où vous prenez part de la chaîne d'approvisionnement d'autres entreprises. Si votre chaîne est compromise, vous pouvez être un vecteur d'attaque pour vos propres clients. Bien entendu. Est-ce que tu peux nous en dire plus également concernant les principaux risques liés à ces attaques? Oui, on va parler un petit peu des risques. On a vu Log4j apparaître aussi pas plus tard qu'en 2021. Je voulais revenir un petit peu dessus. Tu en as parlé tout à l'heure dans l'introduction et des risques qui ont été associés. Donc Log4j, on peut l'associer à la chaîne d'approvisionnement en effet. Pas nécessairement comme attaque, mais plutôt comme vulnérabilité, puisqu'en l'occurrence, Log4j, c'est une bibliothèque. Et ici, il s'agit d'une vulnérabilité et donc d'un développeur, on va dire, bienveillant, qui a introduit finalement une backdoor, une faille dans la bibliothèque non volontairement. Ça a été un événement majeur puisque Log4j est très largement utilisé dans la communauté des développeurs pour loguer de l'information et c'est une bibliothèque qui est utilisée dans un langage qui est le langage Java, qui est le plus répandu au monde. Donc on imagine l'impact important que ça a pu avoir. L'impact est d'autant plus important que l'exploitation de cette vulnérabilité est très simple. En réalité, il suffit de taper une chaîne de caractères spécifique dans un champ de formulaire web pour déclencher l'exécution d'un malware sur un serveur distant. Donc c'est très simple. Les risques associés à tout ça vont finalement dépendre des motivations de l'attaquant. Ça peut être du vol de données, ça peut être de la destruction, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques pour l'image. Ça va dépendre évidemment des motivations de l'attaquant. Je dirais que si vous êtes une entreprise qui fournissez des solutions logicielles ou des services, le principal risque pour vous, il est pour votre image, dans la mesure où une compromission de votre chaîne d'approvisionnement peut impacter vos clients finaux. Il y a un réel risque pour l'image et par conséquent un risque financier. Si on prend l'exemple fil rouge de cette discussion qui est SolarWinds, je crois que à la suite de l'attaque, l'entreprise derrière SolarWinds a perdu 40% de sa valorisation à la suite de cette attaque. Et puis plus généralement, comme je l'ai décrit en tout début d'interview, la chaîne d'approvisionnement est centrale dans le système d'information. Et finalement, la prise de contrôle de la chaîne d'approvisionnement permet à l'attaquant de se déplacer un petit peu partout dans le SI. Et donc le risque, il est massif, puisque l'attaquant, une fois qu'il est dedans, peut faire à peu près ce qu'il veut. Et typiquement, on pourrait déployer un crypto-miner pour réutiliser vos ressources et générer du Bitcoin sur vos environnements, par exemple. Et est-ce que tu peux utiliser un cas client que tu as pu rencontrer chez Lacework? On aimerait tous, je pense, avoir une recette magique et puis se dire bon bah tiens, si j'applique ça, c'est bon, je suis tranquille et il va rien se passer sur ma chaîne d'approvisionnement. Malheureusement, c'est pas le cas, mais en effet, il y a quand même quelques recommandations qu'on peut suivre qui vont vous permettre de dormir peut-être un peu plus sereinement. La première, je dirais, on va reprendre l'exemple SolarWinds puisqu'il a été marquant et puis il est assez révélateur de ce qui se passe dans ce type d'attaque. L'artefact SolarWinds déployé chez les clients sous forme de patch va déployer un malware chez le client. Donc ce malware va se réveiller au bout d'un certain temps pour pas éveiller les soupçons tout de suite après le patching. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est important finalement dans ce type de scénario d'avoir un système de détection des intrusions qui va analyser votre environnement, le comprendre et puis détecter toute déviation qui vous permettra de comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, tel que ça s'est passé pour les clients autour de SolarWinds. Donc un système de détection des intrusions qui vous permettra de détecter toute anomalie comportementale est une des premières recommandations que je pourrais faire. La deuxième, elle est plutôt en lien avec la multiplication des bibliothèques open source qui viennent composer vos applications. On a des outils qui commencent à émerger sur le marché, typiquement
les outils dits SBOM, Software Bill of Materials, qui vous permettent de faire l'inventaire finalement des bibliothèques que vous allez utiliser dans vos applications. Ça va vous permettre de comprendre quelles sont les bibliothèques open source que vous utilisez. Et demain, s'il y a un nouveau Log4j, une nouvelle menace sur ces bibliothèques, vous êtes capable de dire si vous êtes impacté et si vous l'êtes, quelles sont les applications qui sont impactées. La troisième recommandation, je dirais, elle est autour des identités. Alors, on l'a vu, c'est un risque majeur sur la supply chain, mais de manière générale. Donc, il est toujours bon d'adopter une stratégie dite de least privilege, où vous allez finalement être très regardant vis-à-vis des permissions que vous allez donner sur chacun des tokens que vous allez créer. Cela permettra derrière, si jamais un des tokens se faisait subtiliser, de limiter finalement le champ d'action, le champ des possibles pour l'attaquant. Et puis enfin, l'exemple, je donnerai pas un exemple client en particulier, mais peut-être une situation que j'ai vécue en arrivant chez Lacework. Moi, je suis arrivé en novembre 2021 et on le savait pas à l'époque, mais c'était à peu près un mois avant l'événement Log4j. Et on a commencé à voir apparaître chez certains clients des comportements anormaux autour d'applications Java. Des alertes qui remontaient et qui signifiaient la présence de communication depuis des applications Java vers des nœuds externes sur des protocoles qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. On l'associait évidemment pas à Log4j à l'époque, puisque c'était tout simplement pas connu. Mais ces alertes commençaient à remonter. Et puis se sont passées quelques semaines, la mise au goût du jour de Log4j, et c'est là où, après avoir lancé un scan sur l'ensemble de nos clients, on s'est aperçu que ces clients en particulier chez qui on avait levé ce type d'alerte étaient en réalité vulnérables Log4j. Et donc on avait mis le doigt là-dessus bien avant que la faille soit connue, et en réalité, Lacework, le polygraphe, avait détecté ces comportements anormaux et les avait associés à des attaques inconnues, qu'on n'aurait absolument pas pu détecter sous la forme de règles. Cet événement, pour moi et pour les clients en particulier qui ont été touchés, était une validation du modèle. Il est important de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de détecter des intrusions qui sont des attaques inconnues pour lesquelles des règles ne peuvent pas être mises en œuvre. Merci Romain de nous avoir permis d'en savoir plus sur le sujet et puis d'avoir apporté ton expertise à la question sur les attaques sur la supply chain. Eh ben, merci Timothée, c'était un plaisir partagé.